Cette table ronde s'intitule Algorithmes, données et vie privée. Alors effectivement, Gilles Abitboul, vous avez formidablement bien campé le décor avec notamment tous ces exemples. On ne va pas être très galant, on va commencer avec vous, Serge Abitboul, on va poursuivre avec vous en fait, histoire d'approfondir un petit peu et puis ensuite d'aborder les autres thèmes. On se posait la question avec François en vous écoutant, finalement, les données, qu'est-ce qu'une donnée personnelle au fond? C'est quoi une donnée personnelle? Alors, il y a pas mal de définitions juridiques, légales, que je ne donnerai pas de peur de me tromper. Mais pour moi, précisément, c'est une donnée que l'on peut attacher à une personne en particulier, à un être humain. Donc, c'est une donnée qui parle, qui raconte quelque chose, qui dit quelque chose à cet être humain, au sujet de cet être humain. Mais est-ce qu'un like sur Facebook, c'est la même chose qu'un numéro de téléphone ou une adresse? Tout ça, c'est des. Alors, il y a plein de niveaux dans les données personnelles, mais votre adresse, c'est une donnée personnelle. Si quelqu'un met une photo sur Facebook et vous êtes sur la photo et quelqu'un vous tag, à mon avis, ça devient une donnée personnelle. Je ne parle pas du tout de propriété de données personnelles. C'est un concept que j'aime pas du tout parce que c'est un concept qui a tendance à pourrir le problème. Donc, c'est pas votre propriété, mais c'est une donnée qui vous concerne, c'est une donnée à votre sujet. C'est-à-dire que nos données personnelles ne nous appartiennent pas forcément. Les données personnelles ne nous appartiennent pas, à mon avis, pas du tout. Parce qu'en général, comme j'ai essayé d'expliquer, mais il faudra en parler plus longtemps, les données sont très souvent sociales. Donc, ce n'est pas une donnée personnelle, en général, ça implique plusieurs personnes. Vous allez à un rendez-vous, votre présence à ce rendez-vous, c'est une donnée personnelle, mais c'est aussi une donnée personnelle de la personne qui va vous rejoindre. Et donc, la question de savoir... Bon, c'est évidemment des données personnelles à tous les deux, mais la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, c'est ça le vrai problème. C'est absolument pas la question de savoir est-ce que ça m'appartient ou ne m'appartient pas. On met là-dedans beaucoup trop de notions de propriété. Ça ne m'appartient pas. De la même façon, il y a une bonne analogie, c'est l'ADN. Votre ADN, c'est évidemment quelque chose qui vous est très personnel, mais est-ce que ça vous appartient pas vraiment? Parce que ça implique aussi vos ancêtres, ça implique aussi vos descendants, ça implique aussi toute la communauté humaine, et donc il n'y a pas de raison que ce soit votre propriété. On parle par exemple, on a parlé tout à l'heure de Facebook, il faut savoir que sur Facebook, une photo qu'on poste sur Facebook ne nous appartient pas. Mais il y a peu de gens qui le savent finalement. Et pourtant, c'est une donnée personnelle. Alors, Facebook est assez intéressant parce que c'est les premiers qui ont un peu essayé de parler de la propriété des données personnelles. Et l'idée de Facebook, c'était les données que vous postez sur Facebook vous appartiennent, c'est votre propriété, c'est vos données personnelles, et vous pouvez donc en passer la propriété à Facebook. Et là, on est complètement dans le délire. C'est-à-dire que ce n'est pas vos données personnelles, et c'est sûr que comme c'est pas votre propriété, et comme c'est pas votre propriété, en donner la propriété à Facebook, c'est du délire. Et le problème, c'est qu'on appuie sur OK en lisant des pages et des pages de conditions d'utilisation qu'on ne lit jamais, en fait. Qu'on ne comprendrait pas et qu'on n'a pas du tout envie de connaître, au fond. Ouais. Bah, il commence à y avoir des règlements, et je pense qu'ils devraient être encore plus renforcés pour interdire ce genre de choses. Et alors évidemment, là aussi, là vous touchez un autre de mes dadas, c'est un problème de pédagogie, il faut que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Qu'en pense la juriste qui est avec nous et que vous êtes, Célia Zonaski? Vous êtes professeur des universités à Versailles-Saint-Quentin, c'est bien ça? Spécialiste du droit, membre du Conseil national du numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, alors, du point de vue strictement juridique? Bonjour à tous. La donnée à caractère personnel, du point de vue de la définition juridique, on ne peut pas dire strictement juridique, c'est les données qui identifient ou peuvent rendre identifiante une personne. Donc, en effet, ce n'est pas de mes données dont je parle, mais des données qui peuvent conduire à identifier ma personne. Dès lors, en fait, le débat relatif à la propriété des données, en effet, est quelque peu biaisé, puisque ici, il ne s'agit pas tant de savoir ce que je possède, mais comment je peux être protégé en cas de révélation de mon identité, utilisation de mes données. Et donc, c'est véritablement là qu'il faut se positionner dans le cadre du débat. Ce que disent de nous nos données, c'est véritablement ça la question, et c'est cela qu'on essaye d'aborder notamment dans le cadre d'une grande réforme qui a été réalisée au sein de l'Union européenne dans le cadre alors ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ou la GDPR, en français, l'acronyme français.
Donc cette réforme va conduire à ce qu'on modifie notre loi informatique et liberté. Elle devrait être votée, nous dit-on, en décembre prochain, donc d'ici quelques semaines, pour uniformiser la protection des données au sein de l'Union européenne, afin de mieux protéger les individus, mais aussi de mieux permettre une circulation de ces données personnelles, afin que les entreprises puissent aussi bénéficier de l'exploitation de nos données, mais dans le respect de nos droits. Donc c'était cette espèce de grand écart qu'on essaye de faire au travers ce texte, avec des concepts qui évoluent évidemment grâce à ces nouveaux usages, à l'aune de ces nouveaux usages qu'a décrit Serge Abitboul à partir des masses de données, nouveaux traitements de données qu'on en fait. Alors je voulais juste préciser également que c'est évidemment nos adresses, toutes les données que l'on renseigne quand on s'inscrit sur Facebook, nos noms, nos prénoms, nos enfants, nos dates de naissance, etc. etc. Mais c'est aussi ce que disent de nous nos relations, ce que disent de nous aussi nos schémas d'attention. Donc à quoi je suis attentif quand je vais cliquer sur des pushs d'actualité avec des nouvelles plus ou moins sérieuses, parce que je peux être amusée par une série de petits chats trop mignons en train de sauter d'un arbre, ou au contraire par des nouvelles choquantes, etc. Donc qu'est-ce que dit aussi de nous notre attention et notre interactivité dans notre attention? Je pense que c'est là aussi un des grands enjeux aujourd'hui, comment protéger notre attention qui est mesurée au travers de l'exploitation de nos données. Parce que, Serge, encore une petite question sur ce sujet. On est plus ou moins tous ici au courant de tout cela, mais l'utilisateur moyen de Facebook ne se doute pas que toutes ces données sont malaxées, enregistrées, analysées, non? Alors oui, l'utilisateur moyen de Facebook, ses connaissances sur ce qui est en train de se passer sont quand même très limitées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une montée en compétences qui doit évidemment expliquer ce que c'est les réseaux sociaux, ce que c'est que les données numériques, ce que sont les algorithmes. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire le cloud. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, Serge Abitboul? Comment ? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, ça? Alors, hier, le ministre Mounir Majoubi parlait d'un déniaisement numérique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis l'arrivée d'Internet en France. Il faut que tout le monde comprenne tout. Mais ça n'arrivera jamais, on le sait très bien. Il ne suffit pas que tout le monde comprenne tout, il faut que tout le monde comprenne un minimum. Et je pense que, notamment sous l'inflexion de Najat Vallaud-Belkacem, ce genre de choses sont rentrées au collège et au lycée. Enfin, ils étaient déjà un peu au lycée, ils se sont intensifiés. Alors, je ne dirais pas que c'est bien fait, je pense qu'il y a plein de trucs à améliorer, mais il y a une prise de conscience sociétale sur le fait que pour être de bons citoyens dans un monde numérique, il faut comprendre ce genre de choses. De la même façon, alors c'est le pendant, pour être aussi efficace dans une économie numérique, il faut aussi comprendre toutes ces choses-là. On n'est pas, bon alors on parle beaucoup ici d'utilisation de données privées, etc., mais il y a toute l'utilisation des données dans l'innovation, dans la recherche, etc., qui est fondamentale. Et ça ne peut être fait que par des gens qui sont formés pour ce genre de trucs. En plus, c'est un peu culturel. Nous, Français, on n'aime pas communiquer nos données personnelles, alors qu'aux États-Unis, par exemple, ce sujet n'a pas la même ampleur, non? C'est ça qui est assez ça dépend étonnant. où il y a un peu une prise de conscience en Californie quand même, Ça commence avec des mouvements assez accros aux données. Mais c'est vrai qu'il y a des choses effrayantes quand on voit dans le film consacré à Edward Snowden les possibilités, alors supposées, vous allez nous dire si c'est exact ou pas, mais de définir la personnalité des gens via leurs relations sur Facebook à des degrés très élevés, c'est-à-dire à 5, 6, 7, 8 degrés de connexion, on arrive à établir un petit peu, brosser une sorte de portrait robot des personnes en fonction des connexions qu'ils ont avec d'autres personnes. On en est réellement là aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes conscient que en allant regarder votre cercle d'amis, là on parle du monde réel, hein, où on peut déjà déterminer beaucoup de choses sur vous, parce que vous choisissez vos amis en fonction de vos goûts, de vos préférences, peut-être religieuses, politiques, sociales. Et alors, quand on passe dans le monde numérique, on a juste encore plus d'informations. Donc ça devient encore plus précis, mais c'est un peu le même phénomène. Alors nous, on était très mauvais Facebookiens, puisque je crois que ni François ni moi ne savons véritablement qui sont nos amis sur Facebook. Oui, mais on brouille les pistes, on est en fait. Ouais, c'est un peu particulier, c'est vrai, mais tout ça est effrayant. On va peut-être donner la parole à nos Aboulgema. On parle de tout cela, mais derrière toutes ces données se cachent des algorithmes, bien sûr.
Et on va peut-être essayer d'en savoir plus sur Transalgo, puisque Transalgo. vous êtes en charge de ce projet Transalgo chez Niria. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Transalgo? Oui. Donc tout d'abord, effectivement, Transalgo pose la problématique de la symétrie informationnelle. En fait, c'est ça le. Alors, je parlez dirais- bien Bien dans le micro, s'il vous plaît, plus Bien près de dans le votre micro. bouche. Donc notre problème essentiel, en fait, dans les exemples qui ont été cités aussi par Serge sur la discrimination ou non, la loyauté ou non, c'est vraiment la symétrie informationnelle entre les producteurs d'un service numérique et les consommateurs de ce service numérique. Alors les consommateurs, qu'ils soient citoyens ou professionnels ou même l'État, en fait, la levée de la réduction de cette asymétrie informationnelle, c'est vraiment essentiel. Et qu'est-ce que vous appelez exactement la symétrie informationnelle? C'est quand, typiquement, ce dont on vient de dire, c'est-à-dire on ne sait pas comment nos données sont utilisées, comment et vers où elles transitent, elles sont transformées par qui, comment c'est calculé. Parce que là aussi, je dirais que là aussi, il y a un concept essentiel sur la dualité des données et des algorithmes, parce que les données sans algorithme n'ont pas de valeur et on ne les voit pas et elles n'existent pas. Les algorithmes sans données, en fait, c'est des processus, finalement, j'exagère un peu, mais je vais dire des processus creux. En fait, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, données et algorithmes. Donc, lever cette asymétrie, donc essayer de comprendre, donc qu'est-ce qui est fait, révéler une situation, c'est ça en fait, la transparence, et sous la transparence, en fait, c'est un mot assez générique, et d'ailleurs, dans Transalgo, c'est aussi notre rôle de faire beaucoup de pédagogie sur le sujet, parce que, et pas que d'ailleurs, mais la première étape, c'est d'abord faire de la pédagogie sur les différents concepts qu'on est en train de mettre, qui sont très discutés aujourd'hui. Hein. Donc, quand on parle de loyauté, c'est une loyauté de l'algorithme vers le citoyen ou vers le concepteur de l'algorithme. C'est différent. Vers le citoyen, ça peut inclure des questions, ça peut poser des questions de liberté individuelle, de droits civiques. Par rapport à un industriel, ça peut être des questions de concurrence déloyale ou des positions dominantes. Donc ça pose vraiment des questions assez sérieuses. Par rapport à l'État, si l'État est client justement d'un producteur de services numériques, bénéficier de cette transparence, et aussi, ça pose des questions de souveraineté. Donc, en fait, les enjeux sont vraiment importants derrière la transparence. Et donc, Transalgo est né justement de cette volonté d'accompagner. Donc, comme vous le savez, il y a eu la loi Le Maire, donc, qui est récente, donc, et qui instaure ce droit à l'explication, donc, pour le citoyen, de résultats, de décisions qui sont issus de décisions algorithmiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que le citoyen a le droit de comprendre comment une décision est prise pour lui, et d'ailleurs, entre parenthèses, je mentionne un exemple emblématique de ce débat qui a été APB, Oui. hein, en France, donc qui illustre bien cette grosse discussion. Donc, effectivement, cette problématique-là, une fois qu'on a dit, il faut... C'est-à-dire qu'APB, tout le monde voulait la transparence de l'algorithme, et le jour où c'est arrivé, on n'a pas su quoi en faire. Exactement. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut décréter qu'on a le droit à l'explication, mais une fois qu'on a dit ça, comment les juristes vont pouvoir appliquer cette loi? Et donc, c'est là où on a posé la question à INRIA pour être à l'initiative donc de ce mouvement autour de la transparence qui s'appelle Transalgo, pour accompagner cet effort d'explication. Et donc, alors, dans un premier temps, il y a effectivement ce côté pédagogique pour bien clarifier des concepts, parce que ce dont on parle, certains concepts sont objectivables, d'autres ne le sont pas du tout. D'autres sont vraiment subjectifs et qui dépendent des cas d'usage et des sphères culturelles. Maintenant, justement pour cet accompagnement, ce qui est essentiel, c'est de constituer une communauté scientifique, donc avec des groupes de travail thématiques, disciplinaires et interdisciplinaires. Donc c'est essentiel justement d'associer cet aspect multidisciplinaire dans
pour faire face justement à cette asymétrie informationnelle. Et l'idée, donc justement, Transalgo sera lancée début 2018 avec donc des animations scientifiques pour mettre au point de nouvelles méthodes qui permettent justement cette révélation de la calculabilité, de l'auditabilité en fait des algorithmes. C'est aussi ça donc l'objectif. Alors l'auditabilité des algorithmes, il y a en gros deux façons de procéder. Il y a une première piste sur le reverse engineering, mais là aussi il faut faire très attention parce que c'est pas facile. Il faut disposer de données, de jeux de données contrôlés et maîtrisés, mais en même temps, s'il faut lancer des expérimentations et des tests, il faut un encadrement aussi juridique pour garantir l'interprétabilité et l'intelligibilité des résultats qu'on peut en tirer. D'un autre côté, il faut développer aussi des algorithmes transparents, équitables et non discriminants by design, c'est-à-dire que dès le départ, justement, par exemple, dans l'apprentissage automatique, il y a aujourd'hui des efforts pour en fait développer des algorithmes d'apprentissage en intégrant une neutralité initiale, intrinsèque. Surtout pour l'équité, c'est-à-dire que il y a des caractères discriminants, comme ça a été mentionné tout à l'heure, qui sont connus sur l'ethnie, le genre, etc. Il ne suffit pas de les ignorer, en fait, pour dire que j'ai un algorithme qui est non discriminant, parce qu'on sait tous, disposant de grandes quantités d'informations, on est toujours capable de reconstruire ces caractères discriminants. Donc c'est plutôt en identifiant ces caractères discriminants et dans le modèle à construire, de les empêcher d'influer sur la décision qui sera prise en compte. Donc en fait, le chemin est très long. Le chantier paraît énorme, effectivement, oui, à vous entendre, parce que d'autant plus que ce que vous avez l'air de dire, si j'ai bien compris, c'est qu'on ouvre les algorithmes, on les rend transparents, certes, mais tout le monde ne sera pas capable de les analyser, notamment peut-être pas ceux qui auraient à le faire, que sont les juristes. Qu'est-ce que vous en pensez, Célia Zwolinski? Est-ce que les juristes vont être capables de dire si un algorithme est juste ou pas, au fond? Je pense qu'on ne peut pas raisonner ainsi. On ne peut pas dire les juristes ou etc. C'est pour ça que, grâce à NOSA notamment, on s'est véritablement inscrit dans cette démarche interdisciplinaire pour associer la réflexion, la recherche informatique à la réflexion, la recherche en sciences juridiques, sociales, philosophiques, etc. Et c'est peut-être que cela que traduit certains nouveaux concepts, comme la privacy by design, qui est portée par cette nouvelle réglementation sur les données personnelles, c'est-à-dire penser dès la conception d'un logiciel, mais également d'un modèle d'affaires, le respect d'un certain nombre, non seulement de règles juridiques, notamment le principe de finalité, de consentement, etc. des données, mais aussi peut-être de valeurs. Et c'est ce principe qu'on pourrait traduire aujourd'hui dans un principe d'éthique by design. Éthique by design, c'est-à-dire penser notamment la conception et l'évolution des algorithmes, notamment à l'ère du deep learning, dans le respect d'un certain nombre de valeurs qu'évoquait Serge Abitboul tout à l'heure. Et on pourrait même essayer de réfléchir, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, à essayer d'identifier les 7 principes de l'éthique by design sur le modèle d'Anne Cavoukian qui avait dessiné les 7 principes du privacy by design. Alors on pourrait essayer d'y réfléchir ensemble, de savoir comment aller concevoir, mettre en conscience non seulement les concepteurs, les entraîneurs des algorithmes, mais aussi les utilisateurs, sur ce que feraient ces algorithmes, en respect des libertés fondamentales, transparence, loyauté, évaluation, rendre compte, maintien, contrôle. Ça, ce sont les 7... évidemment, oui, on pourrait essayer de les identifier pour voir quelle serait la base à respecter, pour surtout mettre en conscience ceux qui aujourd'hui font de la recherche et déploient ces projets, de la nécessité de respecter ce cadre, j'allais dire, éthique. En gros, d'aller développer ce que certains appellent une technologie volontariste qui s'éloignerait d'un principe de déterminisme qu'évoquent certains aujourd'hui. Véritablement, on peut réfléchir à cela ensemble. Mais c'est possible, ça Serge Abitboul et également NOSA Alors, justement, en fait, par rapport aux algorithmes, je dirais un des problèmes, ce n'est pas les algorithmes qu'il faut mettre en question, c'est la manière de les déployer. Et en fait, on revient toujours à la personne
humaine qui déploie ces algorithmes. Il y a une idée reçue qui dit parce que c'est des algorithmes, donc c'est forcément objectif, massivement objectif, et ça met de côté la subjectivité humaine. Mais en fait, il faut quand même reconnaître que les algorithmes sont quand même des opinions encapsulées à travers le paramétrage des algorithmes qu'on en fait, à travers les données qu'on donne pour l'apprentissage. Donc, en fait, c'est ce côté-là qu'on voudrait clarifier, ce côté-là qu'on voudrait rendre plus transparent. Et en fait, transparent et éthique, moi, je ferais une différence entre éthique et responsable, en fait. Responsable, au moins, en tout cas de mon point de vue, ça fait appel à des notions juridiques qui constituent un référentiel. Quand on veut étudier le comportement d'un algorithme pour définir s'il est responsable ou non, c'est par rapport à un référentiel juridique. Et ça, très clairement, ce n'est pas la communauté des computer scientists, enfin des informaticiens et mathématiciens qui vont le définir. Puis en plus, c'est avec les juristes qu'on va pouvoir le faire. Par contre, quand on dit éthique, c'est extrêmement subjectif. Je peux vous donner un exemple. Il y a des entreprises qui ne sont pas hors la loi, je veux dire, elles existent tout à fait légalement et qui revendiquent leur capacité d'influencer les opinions des peuples. Je ne vais pas citer une entreprise qui s'est rendue célèbre sur son impact sur les élections aux États-Unis et sur le Brexit, et c'est la même entreprise, d'accord, et qui revendique, si vous allez sur son site, nous avons le pouvoir d'influencer les opinions. Donc ça, effectivement, ça met quand même à mal un peu quand même nos démocraties. Ça pour moi, c'est un problème éthique. Ce n'est pas pour autant interdit par la loi. Mais c'est aussi un problème régional, je dirais, parce que l'éthique et encore plus le droit n'est pas le même en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Russie, etc. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, à travers Transalgo et à travers aussi un institut Convergence que nous sommes en train de lancer également sur des questions interdisciplinaires des sciences des données et de la société, les relations internationales sont vraiment essentielles. Parce que moi, quand je vais à des conférences où des gens présentent mon algorithme et regardez comment mon algorithme est non discriminant. À la première question, quand on dit c'est quoi votre définition de la non-discrimination, en fait, chacun a sa propre définition de la non-discrimination et du coup, très vite, ça perd de sa valeur. Et donc, justement, cette coopération internationale, d'ailleurs avec des personnes de la NSF et des personnes du programme national japonais, on a souligné le côté essentiel de cette coopération internationale pour se mettre à minima d'accord sur des référentiels sur lesquels on peut se mettre d'accord au minimum, des socles communs, parce que bon, on ne va pas pouvoir être d'accord sur tout, mais du fait que ces services numériques ne connaissent pas les frontières, si on veut avoir une action qui a un impact, il faut vraiment avoir des collaborations internationales, c'est essentiel. Noza, juste encore une question là-dessus. Donc, vous êtes en train de créer les commandements de l'algorithme, en quelque sorte. Mais après, comment informer le grand public de tout ça ? Ça Oui. c'est un sacré défi. Absolument, c'est un sacré défi. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que nous nous sommes associés avec le Conseil national du numérique, qui a lancé une consultation publique sur la loyauté des plateformes, donc qui est en cours. D'ailleurs, nous organisons un after-work le 20 novembre ensemble, sur ces questions-là, pour vraiment discuter d'une manière assez concrète sur les deux pistes, à la fois sur le reverse engineering et sur sa faisabilité et sa pertinence concrète, de manière concrète, mais aussi sur quelles sont les pistes pour faire des algorithmes transparents by design, équitables by design et neutre by design, avec une communauté de recherche, mais en même temps des acteurs de la société civile. Donc ça, c'est un effort qui est démarré conjointement avec le Conseil national du numérique, mais nous, donc, après, on travaille vraiment en étroite collaboration, on se passe le relais ensuite. Transalgo, une fois qu'elle sera ouverte à un public un peu plus large, donc là, nous aurons cette ouverture pédagogique pour le grand public, l'ouverture également pour les industriels, pour les associations, sachant que là aussi, l'idée n'est pas d'être contre-productif ou de freiner l'innovation. C'est vraiment, si on est dans cette optique-là, on se trompe d'objectif.
il faut vraiment voir la transparence des algorithmes comme un aspect win-win, parce que c'est un argument compétitif pour le déploiement des services de l'IA. Donc tous ceux qui fabriquent, en tout cas tous les providers de technologie IA, ont tout intérêt à montrer des garanties pour générer cette confiance qui va générer la consommation finalement et qui va déployer le marché. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette perspective-là. On n'est pas dans une optique un peu autoritaire au sens les gendarmes, enfin c'est pas ça du tout. Il ne faut pas une autorité des algorithmes. Je ne suis pas favorable à ça personnellement. On nous a déjà posé la question, une plateforme de certification, de labellisation, enfin quelque chose qui soit plus une autorité. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'établissement, organisme public de recherche, et les scientifiques au sens général, donc, qui contribuent, qui ne sont pas que INRIA d'ailleurs, hein, qui contribuent à ce mouvement autour de Transalgo. C'est vraiment essentiel de savoir que chacun a son métier. Nous, justement, notre objectif, c'est vraiment de mettre en place des réponses à des problématiques que se posent certaines autorités de régulation en France, mais en France et ailleurs. Mais après, chacun son métier. L'utilisation des algorithmes et des résultats issus de ces travaux, après, c'est aux législateurs, à l'autorité de régulation concernée du sujet, parce qu'il y en a plusieurs, hein, qui vont pouvoir effectivement tirer finalement la conclusion. Quelle est votre réflexion sur Transalgo, Serge Abitboul? Alors, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Noza. C'est clair qu'il y a là-dedans, il y a deux aspects. Il y a un aspect sociétal, et c'est la société qui doit décider s'il doit y avoir des régulations, quelles régulations doit faire, etc. Et c'est hyper important de le faire aujourd'hui. Par contre, il y a un aspect scientifique, et c'est là que l'INRIA et Transalgo notamment rentrent complètement en ligne. Si vous voulez, quand on commence à passer à faire ce genre de travail par des algorithmes, il faut qu'il y ait une réflexion scientifique, une recherche scientifique là-dessus. Premièrement, pour être capable de spécifier plus précisément, formellement, de quoi on parle. C'est-à-dire que, c'est un peu ce qu'avait dit Noza, quand on parle d'équité, on peut avoir des tas de définitions, on peut avoir des définitions juridiques même plus ou moins précises. Avec des algorithmes, on ne peut pas se suffire à ça. Il faut une spécification formelle de ce qu'on est en train d'essayer de garantir. Et donc, il y a énormément de recherches là-dessus, parce que pour l'instant, on est encore au b.a.-ba de qu'est-ce que ça veut dire spécifier la transparence, qu'est-ce que ça veut dire formellement spécifier l'équité ou la loyauté. Deuxièmement, il y a un deuxième pan de la recherche qui va complètement avec. À côté, une fois qu'on est arrivé à spécifier ce dont on parle, après, il faut des outils pour les vérifier de façon automatique, les imposer de façon automatique. Mais ça, c'est la partie INRIA, c'est-à-dire que la partie recherche, spécification formelle de ces propriétés, vérification automatique de ces propriétés. Mais encore une fois, quelles propriétés sont choisies et garanties, c'est un choix sociétal. Et là, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le boulot d'un institut de recherche, même le plus prestigieux. Ça devient une question de société qui doit mettre en place des mécanismes, des organismes de régulation, je ne sais pas. Oui, parce que quand on demande aux scientifiques de régler des problèmes, ça fait APB le tirage aléatoire, non? Non, les scientifiques n'en sont absolument pas responsables d'APB ou de ça. Le code était plus ou moins mal écrit. Le choix du tirage aléatoire. Oui, mais le choix du tirage aléatoire. Mais c'est un choix sociétal. Qui a fait ce choix? Mais c'est un choix qui a été fait par des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Et si vous trouvez un meilleur choix, vous me donnez lequel? Parce que pour l'instant, on a donné à des informaticiens une tâche qui était de dire vous choisissez des personnes. Ils ont dit comment je fais quand il y a plus de demandes que d'offres? Voilà. On leur a dit tirer au hasard. Un algorithme aurait pu faire n'importe quoi d'autre, mais ce n'est pas à eux de décider ce que fait l'algorithme. Tout à fait, on est d'accord. Célia Azon, est-ce que vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur ce mot de agir, justement, parce que toute la nécessité, c'est de savoir, c'est-à-dire de comprendre, de voir ce qui se passe, en effet, de voir qu'il y a bien une boîte noire et de voir quel est le résultat du traitement par cette boîte noire. C'est aussi de comprendre, finalement, ce fonctionnement, et c'est aussi la problématique qu'on essaye de traiter actuellement avec cette initiative Transalgo et Conseil national du numérique, mais c'est aussi surtout, ça a une finalité concrète, c'est-à-dire d'agir.
agir pour les autorités publiques, les autorités de régulation, agir aussi pour les citoyens, pour l'individu, peut-être même pour le consommateur, c'est-à-dire pouvoir choisir après cette révélation de ces différents comportements, de pouvoir choisir entre deux plateformes, entre deux services de réseau social, entre deux algorithmes, entre deux solutions, en effet, de sélection ou pas à l'entrée dans certains établissements d'enseignement supérieur, de pouvoir aussi contester, de pouvoir agir en justice lorsqu'il y a une discrimination sanctionnée juridiquement, par exemple une discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale, ou une discrimination tarifaire qui ne serait pas justifiée. Et donc agir, c'est véritablement l'objectif final, si je puis dire, de ces différentes démarches. Est-ce que demain, on pourra juger un algorithme ? Demain, on pourra demander à... enfin, il est nécessaire demain de voir comment les effets du traitement algorithmique seront questionnés quant à leur conformité avec la législation. Alors, ce n'est peut-être pas l'algorithme lui-même que l'on jugera, évidemment. Ça sera peut-être le concepteur ou l'entraîneur ou l'utilisateur. Voilà, ça, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Question que j'imagine on se posera aussi un peu plus tard avec la problématique des robots et de l'intelligence artificielle. Oui, il faut qu'on en parle, en tout cas, ce qu'il faut peut-être, le point sur lequel je voulais insister pour réagir à ce qui avait été dit précédemment, c'est qu'il ne faut pas laisser juger l'algorithme, en revanche. Parce que si vous laissez ce pouvoir de juger à l'algorithme, en effet, il peut y avoir révélation de biais, il peut y avoir aussi remise en cause jusqu'à le fonctionnement même de notre état de droit et de notre démocratie. Et laisser remplacer les juges par l'algorithme, ça c'est une vraie question fondamentale également. Et si on fait juger les algorithmes par d'autres algorithmes, là on n'est pas sorti de l'auberge. On peut peut-être faire contrôler les algorithmes par d'autres algorithmes. Oui, donc en fait, sur la chaîne de responsabilité, je voulais dire qu'il y a une chaîne de responsabilité. Surtout, j'attire l'attention, aujourd'hui, dans les algorithmes d'apprentissage, il y a beaucoup de librairies open source, c'est-à-dire que celui qui déploie n'est pas le concepteur. D'accord ? Donc, en fait, celui qui déploie, c'est la réutilisation de code. Et dans la réutilisation, et donc, il y a énormément après de conditions d'usage et de réutilisation qui peuvent aussi être questionnées. Donc, ce n'est pas uniquement le concepteur. Et c'est d'ailleurs, et c'est dans ce cadre-là qu'on appuie beaucoup sur l'importance de la formation justement des nouvelles générations, des data scientists sur ces questions-là. Il ne s'agit pas juste de réutiliser du code sans savoir les impacts, surtout qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le marché une brique logicielle sans engager la responsabilité sociale de l'entreprise, enfin sociale ou même légale de l'entreprise. Donc c'est vraiment essentiel de maîtriser tout le cycle de vie, de conception, de réutilisation, de déploiement. Et à partir de là, il y a vraiment une chaîne entière et complète de responsabilité. Donc ça ne va pas être très simple. Maintenant, sur l'aspect discrimination, en fait, il y a des sources de discrimination qui peuvent être intentionnelles ou non, des algorithmes. Les algorithmes peuvent tout simplement être sujets, comme tous les algorithmes, à des biais, les biais ou des données ou les biais de la manière de fonctionner de l'algorithme. Et parfois, justement, cette combinaison de biais entre les données et les algorithmes, ça peut tout simplement, ce n'est pas dramatique, c'est des choses qui arrivent, donc ça arrive déjà depuis un certain temps, mais qui sont maîtrisées. Par contre, la difficulté, là où ça pose question, c'est dans l'attitude prescriptive d'un algorithme. En fait, c'est ça qui a évolué, parce que l'analyse de données, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais c'est son évolution entre la description du passé vers l'analyse prédictive et maintenant de plus en plus vers le prescriptif. Le prescriptif, c'est remplacer l'humain. Et c'est ça qui questionne. Vous avez des exemples ? Je vais donner un exemple. Alors, les exemples du prescriptif sont davantage, en fait, hors France-Europe, parce que la France et l'Europe sont très pointilleux sur ces questions-là. Plus souvent, on trouve des exemples, en fait, aux États-Unis, type justice, pas seulement prédictive, mais préventive. Et donc là, on prend des décisions qui ont un impact sur les libertés individuelles, sur aussi des services de diagnostic de santé, également, donc c'est des choses qui sont aussi en déploiement, et très clairement, les industriels, en tout cas, qui apportent ce service de la santé, ont tout intérêt
à apporter des garanties de transparence et je dirais, de fiabilité et de transparence, tout au moins sur les sources des données qu'ils ont utilisées, par exemple. Célia, tout à l'heure, vous parliez de labelliser des sites, si j'ai bien compris, hein, ou des plateformes. Comment on pourrait faire ça? C'est-à-dire qu'il y aurait des sites qui auraient le label Transalgo compatible et d'autres pas, c'est ça? C'est compliqué, non? Je ne suis pas sûre qu'il faille aller jusqu'à labelliser, parce que le recours à un label n'est pas toujours un outil optimal. On sait qu'il y a des voies de contournement. Comment poser ce label? Quelles seraient les conditions? Vous avez cité ce mot tout à l'heure, donc j'ai peut-être mal saisi non, je ne suis pas forcément favorable à labelliser. En revanche, aller inciter à respecter un certain nombre de conditions, soit faire des incitations imposées par le respect d'un certain nombre de réglementations. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on peut imposer à Google ou à Facebook aujourd'hui avec le meilleur moyen d'intervenir sur le domaine, c'est de s'appuyer sur le pouvoir des utilisateurs, à mon sens, c'est-à-dire sur cette soft régulation, de s'appuyer sur la réputation, sur l'attention, sur le pouvoir de finalement ce qui fait le succès de ces grandes plateformes, l'effet de réseau, c'est-à-dire leurs utilisateurs. C'est un concept développé depuis longtemps, notamment dans la réflexion du Conseil national du numérique et par d'autres, bien sûr. Donc c'est finalement de toucher ce qui fait leur succès. Et donc inciter ces grandes plateformes à modifier leurs pratiques parce que les utilisateurs souhaiteront de nouvelles pratiques, parce qu'elles seront conscientes, elles seront été mises en conscience des effets potentiels de ces biais algorithmiques, de l'introspection que ces plateformes ont de moi-même. Et d'où l'importance de montrer, par exemple, lorsque j'ai un traitement algorithmique appliqué à mon propre jeu de données, à mes traces, etc., ou un traitement algorithmique appliqué à un autre, la différence que cela peut produire. Par exemple, sur de la tarification, par exemple sur de la tarification de ma mutuelle d'assurance, etc. Ça va permettre de montrer et donc de donner aux gens l'envie d'agir et donc de choisir peut-être différemment. Et en choisissant différemment, les plateformes vont peut-être orienter aussi leurs pratiques. On choisit de ne plus aller sur Facebook, c'est ça? Ben, peut-être que demain, avec des moteurs de recherche comme Quant... Non, mais on peut... impossible. Si, c'est possible. On ne pourra pas dire aux gens de ne plus aller sur Google ou sur Facebook. Non. Déjà, je pense que cette... Non. Je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas dire... Ce principe de déterminisme, de dire on doit baisser les bras, c'est déjà trop tard, ce n'est pas un principe auquel on doit souscrire. Il y a des alternatives qui se développent, d'où aussi la nécessité de donner les instruments pour agir, c'est-à-dire, par exemple, et c'est ce qu'a fait la loi pour une République numérique, de reconnaître aussi des nouveaux droits aux utilisateurs, comme le droit à la portabilité de ces données, donc d'aller récupérer toutes les données que j'ai mis, enfin, je n'ai pas de compte Facebook, donc que vous avez mis sur Facebook, et peut-être d'aller sur un autre réseau social. Et puis, si petit à petit, les différents individus, les différents utilisateurs, les différentes communautés entendent privilégier, non pas de quitter Facebook, mais de déployer d'autres outils, d'autres relations sur d'autres réseaux sociaux. C'est ce que fait notamment INRIA lorsque l'Institut développe de nouveaux outils pour faire du travail contributif en ligne, aux côtés, mais ce n'est pas en opposition, c'est aux côtés de, par exemple, Google Drive ou autre. Donc c'est proposer autre chose, avoir la liberté de choisir. C'est ça ce qui fait aussi notre liberté individuelle, c'est avoir la liberté de choisir. Et pour ça, il faut en avoir le pouvoir. Alors oui, Google est le plus efficace, oui, Facebook est le plus massif, mais peut-être qu'on doit conserver cette liberté de choisir, d'utiliser différemment d'autres services ou à côté d'autres services. Oui, je crois que très clairement, c'est une mauvaise piste si on essaie d'imposer quelque chose par des règles ou des lois à ces majors, Facebook ou Google, c'est pas la peine, enfin, il faut oublier. C'est pas comme ça que ça va marcher en tout cas. Par contre, je crois pourtant, ils sont au centre de tout ça. Alors, attendez, justement, oui. c'est pas là le débat, je pense pas. Plutôt, il faut quand même se rendre compte de l'initiative Partnership on AI qui existe et qui est à l'origine, les fondateurs, sans ces majors-là, sans les GAFAM. En fait, ils ont pris connaissance eux-mêmes de l'enjeu de l'éthique et de la responsabilité des algorithmes parce qu'ils ont compris cette
cette méfiance de la société, ils ont compris que c'est un enjeu majeur en fait, de leur santé financière. Oui, vous pensez Parce que ça va devenir quelque part, c'est une toujours... nécessité business. Oui, c'est le une sens de l'histoire. nécessité business. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hmm. Donc, ça ne va pas Parce que passer par les des systèmes ordres... alternatifs, pardon, mais vous parliez de Quant tout à l'heure, enfin personne n'utilise Quant. Voilà. Parlons. Je ne suis pas d'accord avec Oula, attention. Ah, oulala. Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, ils sont Rebellez-vous, là, les utilisateurs rebellez-vous. de Quant. Dans cette salle, je suis Bravo. sûr qu'il y a Vous énormément pourrez le de dans gens- cette lyncher salle, après. probablement, On finit dans oui. 10 minutes. Voilà, donc en fait, je rappelle aussi que des associations internationales se sont saisies du sujet, donc comme ACM par exemple et I3E, donc qui ont des recommandations, ACM par exemple sur la transparence et la accountability. L'accountability, c'est la capacité d'être redevable, d'expliquer de l'auditabilité des algorithmes. Et donc c'est en train de prendre son chemin dans la communauté internationale, incluant la R&D de ces grands groupes. D'accord ? Pour I3E, il y a, au-delà d'un groupe sur l'éthique, il y a un autre groupe qui travaille sur les biais des algorithmes, justement dans lequel je participe, pour la typologie de ces biais, pour formuler des recommandations et des guidelines, justement pour tous ceux qui veulent déployer des algorithmes, aussi bien dans le monde de la recherche, dans le monde donc des citoyens, des associations, mais aussi des industriels. En tout cas, ce qui se dessine, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, je dirais, s'il y a fracture aujourd'hui, c'est entre ceux qui savent comment marchent les algorithmes et ceux qui ne savent pas comment marchent les algorithmes. Et là, on a un effort pédagogique énorme. Je vous donne un exemple. Il y a un indice sur le credit scoring FICO aux États-Unis. Il y en a qui savent comment ça marche. Et en fait, ils font tout en laissant gruger, des traces, en laissant des traces qui vont faire croire qu'ils ont le Mais c'est meilleur... peut-être ça la reprise de pouvoir. Brouiller les pistes, laisser des traces, travailler on appelait ça le personal branding à un moment sur Google, etc. Il y a des personnes qui le font déjà Ouais. pour obtenir le score 860 qui fait que ce sont de bons clients, dignes de confiance. Et ça, il y aura ceux qui le feront et ceux qui ne le feront pas. Voilà. Et le rôle des politiques dans tout ça. Est-ce que les politiques, les responsables politiques sont suffisamment sensibilisés à ces questions-là C'est sur moi que ça tombe. C'est sur vous. On pourra faire le tour. Hein. Non, j'arrive au rôle de politique, mais je veux juste reprendre un peu ce qui a été dit parce que je le partage complètement. Ces grandes sociétés ont énormément de pouvoir et ça ne va pas être simple de faire changer ça parce qu'on est en train de parler essentiellement de leur transformer leur business model et ça, c'est compliqué. Donc c'est sûr que ça va être compliqué. Mais au niveau national aussi, accessoirement. C'est pas mondial. Mondial, mais on peut y arriver. Je suis relativement optimiste et je vais reprendre essentiellement les thèmes qui ont été donnés. Donc, une des choses, c'est essentiellement le pouvoir des utilisateurs et notamment via leurs associations. Je pense qu'il y a un pouvoir considérable. C'est eux qui arrivent à faire reculer les grandes entreprises. La deuxième chose qui a été donnée, qui a été discutée, ça a été l'empowerment de chacun de comprendre ce qu'il est en train de faire par l'éducation pour être capable de mieux maîtriser. On a aussi parlé de développement technique et de recherche qui aille vers des produits plus éthiques, des produits mieux faits, des produits... et moi, je pense que ça, c'est le challenge aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison, quand on arrivera avec un réseau social qui, d'une certaine façon, vous protège, ne donne pas toutes vos données à n'importe qui et offre un bon service, il n'y a pas de raison, ça s'imposera. Et alors, j'en arrive au dernier. Évidemment, les gouvernements ont un rôle à jouer là-dedans. La communauté européenne, en condamnant Google pour des biais dans le ranking, a évidemment un rôle à jouer. Et moi, j'aurais tendance à dire que ça passe évidemment par plus de formation des personnels politiques, plus de peut-être aussi des citoyens qui les incitent plus à mieux faire. Donc ça passe par là. Et je voulais terminer sur le fait que les grandes... Donc là, on parle de loi, on parle de régulation. Et je termine en disant que les grandes entreprises ne sont pas forcément contre. C'est-à-dire qu'une grande entreprise aujourd'hui ou une petite entreprise, on va partir du principe que le plus souvent, ils veulent bien faire. Alors évidemment, ils veulent optimiser leurs produits. Donc si vous ne leur mettez pas de loi, si vous ne leur mettez pas de règlement, ben, ils sont responsables devant leurs shareholders et ils vont essayer de maximiser leurs profit, des fois en faisant n'importe quoi, parce que ce n'importe quoi est légal.
Donc la question, c'est que moi, à mon avis, la plupart de ces entreprises ont envie de faire des choses de façon raisonnable, et il faut juste leur donner les moyens, en leur donnant un cadre où ils puissent s'épanouir, innover, aussi, sans tuer la créativité des startups. Et ça, Nauzet l'a dit, par exemple, dans le domaine de l'IA, on voit des grandes entreprises se saisir du problème parce qu'elles ne veulent pas faire n'importe quoi. Et c'est, à mon avis, responsable. Nauzet Bougema, est-ce qu'il y a un Transalgo, des équivalents à Transalgo dans d'autres pays? Alors, je vais dire non. Non. La réponse Donc est on est rapide. pionnier ou isolé, suivant... Non. En fait, franchement, on a l'avantage d'avoir lancé le mouvement en Europe. J'ai beaucoup de contacts au niveau européen, au niveau canadien, américain, japonais, qui veulent vraiment collaborer avec nous. C'est-à-dire que, justement, mettre ces questions de transparence au sens le plus large, l'explicabilité, les billets, etc., au centre d'une communauté de recherche, c'est quelque chose qui est naissant, même dans le reste du monde. C'est vraiment une nouveauté. Maintenant, je dirais, il y a un pays qui ne discute pas sur ces questions-là, c'est la Chine. Ah oui, ouais. Bah, bien sûr. L'avantage là-bas, c'est que Google ne marche pas. Donc, pourtant, aux dernières rencontres de l'OCDE à Paris sur l'IA, où ces questions-là ont été posées, en fait, ça n'accroche pas sur la transparence et la responsabilité. Il y a une fuite en avant sur la performance, le déploiement des applications, mais là, ce sont des questions accessoires et on verra plus tard. En fait, c'est ça la réponse. C'est un peu comme la pollution atmosphérique là-bas. Hein. C'est en train de changer, mais c'est vrai que... La Silicon Valley il y a quelques années. Hein, donc, en fait, je dois dire que c'est aussi dû à l'initiative qui a été prise, il faut le reconnaître, par Axel Lemaire à l'époque, pour mettre sur pied cette loi pour l'explicabilité, justement, et c'est un droit formidable qui est mis en place. Maintenant, pour accompagner le déploiement de cette loi, il faut avoir les outils de ce déploiement et les outils de qualification des situations et de transparence. Le mot de la fin pour vous, Célia ? Peut-être pour aller plus loin sur cette approche, véritablement continuer à travailler en interaction tous ensemble au sein de nos différentes disciplines, de nos différents instituts de recherche. Et c'est vrai que Transalgo le permet, à l'Institut Convergence également. C'est une chance qui nous est donnée aujourd'hui au sein des différentes disciplines scientifiques, mais aussi auprès de la société. C'est ce qu'essaye de faire le Conseil national du numérique pour aussi éduquer le politique et jusqu'aux plus jeunes. Et donc, véritablement, de continuer dans cette voie que l'on ouvre aujourd'hui en France, qu'avaient déjà ouvert les États-Unis, les chercheurs aux États-Unis. Ce sont des voies extrêmement fructueuses pour nos recherches, pour la société. Donc, j'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans 50 ans pour voir où en est cette transdisciplinarité pour arriver à trouver des solutions communes en croisant nos regards. Très Parfait, bien. merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous les trois. Rendez-vous dans 50 ans.